Le sous-marin soviétique à propulsion nucléaire, endommagé vendredi dernier par un incendie, a explosé et sombré par plus de 5000 mètres de fond au nord-est des Bermudes. Le pape Jean-Paul II, dans le village de Saint-Jean-Baptiste-Marie-Vianney, le curé d'Ars, devant plusieurs milliers de prêtres, le pape lance un appel aux vocations. Opération Delta Action École, comment mener une bataille pour le développement dans un pays du tiers-monde. Exemple ce soir, proposé avec France Gall et Michel Berger. Nous sommes le lundi 6 octobre 1986. Cela fait 563 jours de détention pour Marcel Carton et Marcel Fontaine. 502 jours de détention pour Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat. 212 jours de détention pour Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2. Et 152 jours de détention pour Camille Sontag. Il reste 7 otages français détenus au Liban. Bonsoir. Il reste 7 otages français détenus au Liban. Mais ce matin, l'organisation Jihad islamique remettait à une agence de presse internationale à Beyrouth une cassette vidéo où l'on voit Marcel Fontaine, Marcel Carton et Jean-Paul Kaufmann. Kaufmann, le journaliste de l'événement du jeudi, paraît calme. Nous ne disposons pas de l'enregistrement de ses paroles. Il déclare, selon l'agence de presse, « C'est dur de se voir sombrer quand ceux qui peuvent vous sauver se bornent à faire semblant de vous sauver. » Jean-Paul Kaufmann s'adresse à son épouse pour souligner qu'il y a plus d'urgence que la dernière fois. Et puis Marcel Fontaine, 43 ans, vice-consul à l'ambassade de France à Beyrouth, ici. Je suis abandonné et totalement coupé du monde extérieur. La clé de notre libération ne peut pas être trouvée dans certains pays étrangers, elle est en France. Et puis Marcel Fontaine souligne la dureté de l'épreuve de sa captivité. Enfin, ici, Marcel Carton, 63 ans, chef de protocole à l'ambassade de France. Il lit difficilement son texte, s'adresse à sa femme. Je suis au bout du rouleau, désespéré. Je ne sais pas quel mot inventer pour te dire ce que je ressens. Ces enregistrements, évidemment réalisés sous la pression des ravisseurs du djihad islamique, s'accompagnent d'un communiqué où le djihad exige que la France mène une action pour obtenir la libération des 17 moudjahidines emprisonnés au Koweït. Ces 17 personnes, membres d'un parti d'opposition irakien, avaient été arrêtées puis condamnées pour avoir commis une série d'attentats au Koweït. C'était au mois de décembre 1983. Commentaire Philippe Gassot. La liste des attentats au Koweït est impressionnante. 6 dans la même journée, le 12 décembre 1983. Objectif, l'ambassade des États-Unis avec un camion suicide. Puis l'ambassade de France, la raffinerie la plus importante du pays, la compagnie des eaux, la résidence des conseillers américains et l'aéroport international. La police arrête plusieurs dizaines de suspects dans les milieux pro-iraniens. Décembre 84, un appareil koweïtien est détourné sur l'Iran. Téhéran est suspecté d'avoir aidé les pirates qui réclament la libération des prisonniers du Koweït. Dans l'Émirat, des bombes explosent à nouveau. Le chef de l'État est visé. 25 Irakiens et Libanais sont jugés, 6 condamnés à mort. Aucune exécution n'a lieu. Y a-t-il négociation? Prison à vie pour 7 autres, dont Hussein Moussaoui, qui serait apparenté au chef chiite de Baalbek. Entre 5 et 15 ans de prison pour les autres. Otages français contre prisonniers du Koweït, une revendication qui remonte aux premiers enlèvements, a-t-elle en partie motivé l'escale présidentielle le 19 septembre dernier dans l'Émirat? À Moscou, l'agence TASS a confirmé ce soir l'accident du sous-marin à propulsion nucléaire soviétique. Vendredi, le sous-marin était victime d'un incendie. Aujourd'hui, il a coulé au large des Bermudes. Il a sombré dans une faille de plus de 5000 mètres de profondeur. Toujours selon l'agence TASS, la possibilité d'une explosion nucléaire, voire les risques de contamination radioactive de l'environnement sont exclus. Explication Patrick Esther. Baptisé de classe Yankee, selon le nom de code OTAN, ce sous-marin nucléaire soviétique mesurait 130 mètres de long. Il était propulsé par 2 réacteurs nucléaires et emportait à son bord 16 missiles. Il est maintenant pratiquement certain que l'incendie s'est déclaré dans le silo numéro 2, contenant un missile d'une portée de 2 à 3000 km. Un incendie rapidement suivi d'une explosion très violente, perforant la coque. En effet, ce missile du type SSN-6 est d'un modèle ancien mis en service dans les années 60. Son propulseur fonctionne avec des carburants liquides, particulièrement volatiles et dangereux à mettre en œuvre. Le SSN-6 emporte, suivant les cas, 1 ou 2 ogives d'une kilotonne, c'est-à-dire 100 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. Après avoir brisé les câbles qui le reliaient à un cargo soviétique, le sous-marin a donc coulé par 5600 mètres de fond. L'équipage avait, semble-t-il, eu le temps d'évacuer le bâtiment. Ce soir, les 32 bombes atomiques des 16 missiles reposent donc dans une fosse marine.
des bombes qui ne peuvent pas exploser, mais des bombes qui risquent de contaminer l'eau de mer ou même de la polluer chimiquement. Le plutonium dont sont constituées les charges nucléaires est un poison très violent. Toutefois, l'énorme quantité d'eau qui recouvre l'épave va très fortement diluer cette contamination. Ces 5600 mètres d'épaisseur protègent totalement des radiations qui pourraient également émaner des moteurs de ce sous-marin. De moteurs qui contenaient plusieurs dizaines de kilos de matière hautement radioactive. Ce naufrage est le 4e mettant en cause un sous-marin nucléaire. Une précision aujourd'hui. Les soviétiques disposent de 191 sous-marins embarquant 982 missiles, soit 2077 bombes atomiques. Les Américains, eux, avec 568 missiles, disposent de 5700 ogives, tandis que les Français ont à la mer 96 missiles, les Anglais 64 et les Chinois 12. C'est au fond des mers que se cache la plus terrible des inventions de l'homme. Tôt ce matin, l'aviation israélienne a effectué un raid aérien au Liban Nord. Les avions israéliens ont pénétré profondément au territoire libanais pour bombarder des positions palestiniennes, des camps d'entraînement selon Israël, dans une zone contrôlée par les troupes syriennes. Les dégâts matériels sont très importants. C'est la première fois que les appareils militaires d'Israël attaquent aussi loin au Liban et surtout en territoire sous contrôle syrien. Le procureur général de la Cour de Londres a affirmé détenir la preuve convaincante que le gouvernement syrien était l'instigateur de la tentative d'attentat à la bombe commise au mois d'avril dernier contre le Boeing de la compagnie israélienne El Al à l'aéroport de Londres Heathrow. Le magistrat londonien a fait cette déclaration dès l'ouverture du procès du Jordanien nommé Nezar Indawi. Cet homme avait berné sa compagne irlandaise, l'utilisant pour introduire la bombe dans l'avion. Compte rendu à Londres de ce début de procès, Alain Cancès. Dès l'ouverture du procès, le procureur a mis en cause le gouvernement syrien. Il existe, a-t-il dit, des preuves permettant d'affirmer que Nezar Indawi a agi en liaison avec des agents syriens. Un fait, tout d'abord. Nezar Indawi, jordanien, possédait un second passeport, syrien celui-là, établi sous un faux nom et d'un modèle réservé aux Syriens en mission officielle. Second élément, les déclarations de Nezar Indawi à la police britannique. Le sac contenant la bombe lui aurait été remis dans cet hôtel par des agents syriens, un hôtel utilisé par les équipages des Syrian Airlines lors de leur escale à Londres. Après l'échec de l'attentat, Nezar Indawi se serait rendu chez l'ambassadeur syrien. On l'aurait alors conduit dans un appartement où on lui aurait coupé, éteint les cheveux. Mais Indawi, très inquiet, aurait préféré s'enfuir et se laisser arrêter par la police britannique. Aucune réaction cet après-midi de la part de l'ambassade syrienne, mais en mai dernier, quelques semaines après l'attentat manqué et l'arrestation d'Indawi, 3 diplomates syriens avaient été expulsés de Grande-Bretagne. Leur ambassade avait refusé de lever leur immunité diplomatique, ce qui aurait permis à la police britannique de les interroger. Le président syrien, M. Hafez el-Assad, interrogé hier par l'écrivain Lucien Butterlin, le français, a démenti toute implication de son pays dans les attentats perpétrés à Paris. Et puis ce matin, sur Europe 1, Jacques Chirac précisait qu'il avait demandé le soutien syrien pour maîtriser les groupuscules terroristes du Moyen-Orient. En fin d'après-midi, communiqué du CSPPA, le CSPPA qui a revendiqué les derniers attentats commis à Paris. Le CSPPA menace de reprendre les attentats en France si, je cite son communiqué, ces militants détenus en France et en Italie ne sont pas libérés. Les prêtres ne sont pas des fonctionnaires. Jean-Paul II a utilisé ce cliché bien français pour défendre la dignité des prêtres et pour relancer leur mission. Le pape était aujourd'hui à quelques dizaines de kilomètres de Lyon, dans le village de Saint-Jean-Baptiste-Marie Vianney, le curé d'Ars. Jean-Paul II a utilisé le modèle de ce curé du XVIIIe siècle pour rendre hommage aux prêtres d'aujourd'hui. Jean-Paul II chez le curé d'Ars, commentaire François Cornet. Il vivait ici, le pauvre curé d'Ars, avec ses pauvres chaussures et son misérable chapeau. Un jour de l'an 86, un homme aux cheveux grisonnants et aux épaules de lutteur est venu humblement s'agenouiller devant son tombeau, dans la crypte de la petite église d'Ars, dans l'Ain. Il s'appelait Jean-Paul II, il était pape, descendant de Saint-Pierre. L'histoire retiendra ce symbole d'un souverain pontife, chef d'une église de 840 millions d'âmes, s'agenouillant humblement devant la dépouille d'un pauvre et misérable curé de campagne. Se ressourcer ici, dans ce village, c'était le vœu de Jean-Paul II depuis son arrivée au Vatican. Un pape de presque l'an 2000
qui a demandé à 6 000 hommes d'église ce matin à Ars de ne jamais être des fonctionnaires. Les gens peuvent parler du sacerdoce comme d'un métier, une fonction, y compris la fonction de présidence du rassemblement eucharistique. Mais nous n'en sommes pas réduits à être des fonctionnaires. Le besoin des prêtres est immense et pressant. Allez vers les non-croyants, suivez, a dit Jean-Paul II aux séminaristes, l'exemple du curé d'Ars. Et le pape a voulu donner courage à tous les jeunes prêtres de l'Église catholique française en leur proposant 3 maîtres mots: convertir, guérir, sauver, et en leur demandant de respecter leurs engagements d'obéissance, de pauvreté et de célibat. Sans doute sont ces engagements qui provoquent des débats difficiles. Les vocations se font beaucoup moins nombreuses. Jean-Claude Darigo et Paul Albertini ont choisi l'exemple d'un jeune prêtre récemment ordonné pour mieux apprécier les raisons de cet engagement religieux. Voici le Joël. Joël Leveugle a 30 ans. Dans quelques instants, il sera ordonné diacre, la dernière étape avant son ordination de prêtre l'an prochain. Joël est donc séminariste. Ils sont 1200 comme lui à se préparer à devenir les curés de l'an 2000. Une préparation intellectuelle effectuée au séminaire 1 semaine par mois, mais depuis quelques années également, comme ici, une préparation pratique en paroisse sur le terrain. Une préparation que Joël apprécie pour plusieurs raisons. Il a été ouvrier jusqu'à 24 ans. D'autre part, c'est un garçon qui aime le contact. Rien ne vaut le concret. Enfin, la théorie, tu l'as apprise au séminaire quand même. Oui, oui, mais je ne peux pas recracher tout ce que j'apprends au séminaire comme ça. On est bien obligé de digérer, puis après, en écoutant l'expérience des aînés dans le sacerdoce, quand tu as nos prêtres qui ont 60 ans, là, qui nous disent « Oh, vous avez rudement de chance, parce que nous, on a été ordonnés à 25 ans, prof, on nous a mis dans une paroisse, débrouillez-vous ». Joël, comme la plupart des séminaristes de sa génération, est un jeune homme qui veut être résolument de son temps. Il en a le style, l'environnement, une manière directe d'affronter tous les problèmes. Il n'est pas sans savoir, par exemple, que son célibat pose question à bien des gens. On n'est jamais seul, de toute façon. Si je me suis engagé au célibat, c'est parce que je pense que c'est la meilleure façon que j'ai pour pouvoir être disponible à tout le monde. Quand des jeunes se marient, tu crois que le premier jour du mariage, oui, fidélité et tout ça, mais tu crois que 10-15 ans après, si on leur reposait la question, je dis que le mariage est aussi difficile à tenir que le célibat. Parce qu'ils auront à redire tous les jours leur oui de fidélité, comme moi j'aurai à redire mon oui de fidélité à Jésus tous les jours. Les prêtres de cette fin de siècle ressembleront sans doute pas mal à Joël. Du bon sens, de l'expérience humaine, l'esprit de prière et de participation, et cette volonté de foncer pour le Christ, comme ils disent, même s'ils sont moins nombreux qu'autrefois. S'il faut croire les prévisions de quelques-uns des participants à la conférence mondiale de l'énergie, réunie à Cannes depuis hier, les risques de tension ou de pénurie sont importants sur les grandes sources d'énergie. Illustration ce soir avec un pays, la Hollande, qui exporte du gaz. C'est sa richesse, mais le prix du gaz suit en parallèle le prix du pétrole. Conséquence, ces derniers mois, une baisse des cours du pétrole et du gaz et un manque à gagner important pour les Pays-Bas. Reportage Corinne Pertuis, Claude Sicard. Le gaz en Hollande, c'est comme le vélo ou la pêche à la ligne, c'est naturel. Depuis les années 60, la Hollande tire sa richesse du sol, de ce fabuleux gisement de gaz situé au nord, près de Groningue. La moitié de la production est exportée, 20% des ressources budgétaires proviennent du gaz. Pour rester compétitif, le prix du gaz est indexé sur le prix du pétrole. Ça rapporte beaucoup d'argent quand le pétrole est cher et que le taux du dollar est élevé, beaucoup moins dans le cas contraire. Ainsi, depuis le début de l'année, Gazuni, la société qui exploite le gaz hollandais, a vu ses revenus baisser de 30%. Gazuni devrait attendre des jours meilleurs pour vendre son gaz à l'étranger. Elle ne peut pas. En matière d'exportation, notre politique ne va pas changer. Nous sommes liés par des contrats jusqu'en 2010. Jusqu'à cette date, nous ne pouvons rien changer.
Si Gazuni a perdu de l'argent, les entreprises et les ménages, eux, en ont gagné. En Hollande, du chauffage domestique aux centrales électriques, tout marche au gaz. Jan Bergsma cultive des roses et pour maintenir ses serres à 33 degrés, il consomme beaucoup d'énergie. Il dépensait 1 million de francs de gaz jusqu'à cette année. Ma facture de gaz a baissé de 30% cette année. Pour moi, c'est un avantage énorme. Mais d'un autre côté, les pays producteurs de pétrole importent 30% de moins en légumes et en fleurs. Cela pèse sur les exportations. En fait, ce que j'ai gagné d'un côté, je l'ai perdu de l'autre. Un impératif pour l'État hollandais, combler le déficit causé par la baisse du prix du gaz. Presque tous les jours, en ouvrant leurs journaux, les Hollandais apprennent de nouvelles mesures visant à réduire les dépenses publiques. C'est avant tout leur système social qui est visé. C'est aussi, depuis le 1er octobre, la TVA qui a augmenté de 1% sur tous les produits. C'est évident que l'on a utilisé le revenu de gaz pour faire gonfler le secteur public. C'est ce que l'on appelle la maladie hollandaise, n'est-ce pas? Donc, actuellement, on est obligé de serrer la ceinture. C'est le gaz qui a aggravé la politique de rigueur du gouvernement néerlandais. C'est sur le gaz que l'on compte pour redresser la situation. Les Hollandais recherchent de nouveaux gisements. Ils ne sont pas prêts de retourner à l'époque des moulins à vent. Le tribunal de commerce de Paris a accordé aujourd'hui un sursis au chantier naval Nord-Méditerranée, la Normed. Le tribunal a prolongé de 3 mois la période d'observation avec peut-être la mise en place d'un plan social pour assurer le reclassement des 6900 salariés de la Normed. Le salon de l'auto n'est pas encore fini, mais ceux qui se sont laissés tenter vont apprécier la nouvelle. Une société franco-italienne vient de découvrir le moyen, peut-être imparable, de retrouver sa voiture quand elle a été volée, ou mieux, de dissuader les voleurs. C'est une puce informatique du nom de Volback qui sera commercialisée au début de l'année prochaine. La puce, expliquée par Emmanuel Vanier et Gilles Dobler. Un automobiliste étourdi qui laisse ses clés sur le tableau de bord. Et voici ce qui peut se produire. Chaque année, 250 000 voitures volées, 50 000 ne sont jamais retrouvées. Mais aujourd'hui, on va peut-être pouvoir mettre un terme à ces vols grâce à cela, une micropuce électronique. Fondue dans la carrosserie, elle sera indétectable. Chacune possédera son propre code confidentiel. Partout en France, 5000 antennes de détection seront enfouies sous le bitume, à des points stratégiques, frontières, grands parkings, péages d'autoroute. Dès qu'un véhicule équipé de ce système Volback, c'est son nom, sera signalé volé, les antennes seront activées. À chaque passage, sur une antenne, l'heure et le lieu de détection seront immédiatement enregistrés par un ordinateur. La police et la gendarmerie prévenues par Telex pourront alors intervenir. La gendarmerie est effectivement intéressée par ce dispositif qui permet de détecter les véhicules volés. Et sachant que parmi la population des voleurs de véhicules, il y a quand même un certain nombre de tièdes, je pense qu'ils seront, eux, effectivement dissuadés de voler les véhicules s'ils savent qu'ils ont de bonnes chances d'être attrapés. La Commission nationale informatique et liberté a donné son feu vert, puisqu'aucune liaison informatique directe n'existera entre ce fichier Volback et la police. Mais il pourrait y avoir un autre risque, la possibilité pour un particulier de faire surveiller les allées et venues d'un conjoint, par exemple. Ce sera impossible, des garde-fous ont été prévus. Nous avons pris nos précautions au départ. Premièrement, le client est codifié par un numéro de code confidentiel qui lui est propre. Deuxièmement, le client doit nous présenter une déclaration, une photocopie de sa déclaration de vol auprès de la préfecture ou de la gendarmerie ou de la police. La police et la gendarmerie pourraient même être équipées gratuitement d'antennes portatives. Les parkings, par exemple, pourraient alors être passés au peigne fin, un procédé qui, bien sûr, intéresse les assureurs. Et si la mise en place de ce système contribue effectivement à diminuer de façon importante le risque vol, les compagnies, comme elles le font déjà habituellement, en tireront les conséquences, chacune décidant dans sa propre politique commerciale la façon d'en faire bénéficier ses assurés.
550 francs, ce sera le coût annuel de l'abonnement à ce procédé. Il devrait être opérationnel le 1er janvier prochain. Messieurs les voleurs, de quoi vous mettre la puce à l'oreille. Voici un journal avec un titre Opération Delta et un surtitre Action École. Près de 100 000 écoles, collèges ou lycées ont reçu ce journal aujourd'hui. C'est une invitation à l'action concrète pour le développement et principalement dans la zone du Delta au Mali. Alors pour cette Opération Delta avec nous ce soir, France Gall et Michel Berger, mais auparavant une explication tournée au Mali. Regardez. Le Mali est l'un des 5 à 6 pays les plus pauvres du monde. Mais cette année, après des années de production insuffisante, le Mali dans son ensemble a produit suffisamment de céréales pour nourrir toute sa population. Il y a même du surplus, de mil par exemple, dans les régions du sud du pays, comme ici, près de Ségou. Mais dans le nord du delta, comme ici près de Tombouctou, les récoltes seront moins bonnes. À certains villages, il manquera jusqu'à 1/3 de ce qu'il leur faut. Ils auront donc besoin d'aide. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut acheter le surplus aux producteurs du sud et le transporter dans le nord. Ça s'appelle l'aide triangulaire. C'est très malin parce que d'une part, on soutient les prix des producteurs du sud. D'autre part, ça fait marcher le transport dans tout le pays. Et celui, enfin, qui bénéficie de cette aide, la rembourse l'année suivante sur ses récoltes. Il la rembourse à son village et contribue ainsi à constituer un stock de sécurité. Aider de cette manière 25 villages, soit environ 10 000 personnes, c'est un des projets de l'opération Delta. France Gall, Michel Berger, bonsoir. Vous êtes passé avec d'autres, d'une action, je dirais, d'urgence, il y a quelques mois, à une action de développement. Maintenant, vous choisissez des actions très concrètes. France Gall? Mais oui, parce que l'aide d'urgence, ça ne suffit pas et que les étudiants et nous avons envie de les aider à obtenir leur indépendance alimentaire. Et pour ça, il leur faut des moyens et c'est pour ça on a été sur le terrain et qu'on a sélectionné à peu près 150 projets. C'est des projets qui ont été sélectionnés en accord avec les autorités maliennes. Ça s'est fait comment? Vous avez vu les chefs de village, vous avez vu des médecins, des Bien sûr, techniciens? Les projets n'ont pas été sélectionnés à Paris par une organisation, mais il y a un certain nombre d'ONG sur place. Organisation non gouvernementale. Comme Médecins du Monde, ICF, qui font partie du mouvement. Oui. Et les Maliens eux-mêmes qui ont choisi un certain nombre de projets. C'est assez évident quand on est sur place. On se rend compte qu'il y a un village où il manque vraiment, il y a une école où les gens ne peuvent pas venir parce qu'ils ont 40 km à pied à faire. Et si on faisait un petit potager, il pourrait y avoir une cantine. Il y a des solutions qu'ils ont eux-mêmes et on sent vraiment que c'est un problème d'argent. Alors concrètement, Action École, Opération Delta, on a vu cet exemple, là, le transport triangulaire. Vous avez d'autres exemples à me donner? Mais oui, par exemple, cette histoire d'écoles qui sont désertées parce que simplement il n'y a pas de cantine. Les enfants sont souvent obligés de faire des dizaines de kilomètres pour aller à l'école et ils ne peuvent pas faire l'aller-retour dans la journée à moins qu'ils aient une cantine. Une cantine, ça demande d'avoir un potager. Pour avoir un potager, il faut un puits, il faut donc de l'eau et puis il faut aussi leur donner des moyens pour qu'ils achètent des outils, qu'ils aient des semences et à ce moment-là, ils pourront cultiver leur potager. En même temps, ils apprendront à écrire et à lire, mais aussi à cultiver la terre, à élever les animaux, puisque finalement, ce sera ce qu'ils feront plus tard. Alors concrètement, il faut faire quoi? Quand on est à l'école et qu'on reçoit ce journal, on fait quoi? On passe par la poste, on recueille de l'argent? Michel, moi tout à l'heure, ça, tout est expliqué dans le journal de toute manière. Ce qui est intéressant, c'est qu'à travers le Minitel, qui est quelque chose qu'on a eu beaucoup de mal à expliquer en Afrique, parce que c'est vraiment c'est très occidental, on va pouvoir suivre un certain nombre de comités Action École qui vont se recréer comme la première fois, vont pouvoir choisir un projet très déterminé, dans les 150 projets présentés par le ministère. Qui avaient été envoyés par les étudiants, sont arrivés au Soudan et en Éthiopie, là où c'était prévu, et absolument aucun sac n'a été détourné. D'ailleurs, on a vu au Mali 2 grands camions à Action École, qui sont des camions qui peuvent faire des tas de choses très 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 différentes, et c'était extraordinaire de voir quelque chose de vraiment de pratique sur place. On a vraiment l'impression de servir à quelque chose là. Bon, on fera le bilan avec vous dans quelques temps de cette opération Delta. Oui. Merci de votre témoignage.
Le grand maître soviétique Garry Kasparov a conservé finalement son titre de champion du monde d'échecs en atteignant le score de 12 points à 11 contre son compatriote et challenger Anatoly Karpov. Voici Kasparov, il est en train de placer les pions de sa dernière partie, de ce qui fut sa dernière partie. C'était à l'issue de la 23e avant-dernière partie et nulle au 32e coup de leur match revanche disputé à Leningrad. La première manche de championnat du monde avait eu lieu à Londres. Kasparov a donc conservé son titre de champion du monde. Sport, deuxième victoire pour Marc Pajot sur French Kiss dans la première série des éliminatoires de la Coupe de l'Amérique. Yves Pajot et son challenge France éprouvent quelques difficultés de réglage, mais pour Marc Pajot, tout va bien. Du sumo à Paris-Bercy à partir du vendredi 10, c'est pour 3 jours. C'est du sport, mais c'est aussi une grosse curiosité. Les sumotori viennent du Japon, ils jouent, ils dansent et ils se battent sur des tapis. Ils font fantasmer aussi, peut-être. Christian Hirou a choisi de consacrer son dimanche à suivre l'un de ces Japonais au ventre rond. Sorte de pot-au-feu à base de protéines, le sango est mon plat préféré, car je fais un régime, mais un régime pour grossir. Je pèse 203 kilos. Je mesure 1,86 m, je vais avoir 24 ans le 9 octobre. Je m'appelle Okino. Je rêvais de Paris pour sa gastronomie. Je viens de l'Empire du Soleil Levant. Je dois faire 4 repas par jour et boire 10 litres d'eau. Aujourd'hui, pas d'entraînement. Mes amis et moi, nous allons avoir une journée très chargée. Au vignoble de Suresnes, je suis reçu comme un roi. Et pourtant, au Japon, je ne suis qu'un demi-dieu. Le raisin, ça manque de calories. Mais qu'est-ce qu'ils ont à me regarder comme ça? Passons aux choses sérieuses. Pouvez-vous maintenant évoquer la saveur du vin de Suresnes, le goût? Très bon, très bon. Dommage, j'ai perdu. D'habitude, c'est sur moi que l'on parie. Pas de temps à perdre pour les jolies Françaises. Dodo, Nico, ascenseur pour sumo. Bien, la présidente des États-Unis renversée. Nancy Reagan avait auparavant choisi une corbeille de fleurs pour tomber à la renverse. Alors que son président de mari tentait de courir de laurier, le pianiste Vladimir Horowitz, venu jouer à la Maison-Blanche, Nancy Reagan avait trop reculé sa chaise. Ronald Reagan en a profité pour faire un bon mot dans le genre « S'il te plaît chérie, ne fais pas ça si on m'applaudit pas ». Voilà pour Nancy Reagan qui a chuté, qui n'en revient pas, qui sourit, et puis Brigitte Simonetta qui reste en l'air. Suspend son vol. Du moins, c'est l'impression que nous en avons, car cet immobilisme n'est qu'une apparence. En météo, les choses évoluent toujours, même lentement. Cela dit, demain, nous bénéficierons encore de la protection d'un anticyclone avec ces manifestations caractéristiques que nous allons voir sur la carte donc de prévision pour demain. Manifestations caractéristiques, c'est-à-dire des brouillards. Brouillards qui resteront épais le matin sur toute la moitié nord, qui se dissiperont en fin de matinée de la Normandie à la Bretagne au bassin parisien, mais qui persisteront toute la journée sur les frontières du nord et du nord-est. Partout ailleurs, ce sera du beau temps, avec toutefois en fin d'après-midi des risques d'orage sur les Pyrénées et sur la Corse.
Alors bien sûr, les températures maximales, celles de l'après-midi, restent élevées. Elles sont stationnaires de 18 à 23 degrés sur la moitié nord, de 24 à 28 degrés sur le sud-ouest et sur la moitié sud. Donc demain, ce sera le 7 octobre, mardi, 4 minutes de soleil en moins. Il se lèvera à 7 h, se couchera à 18h17 et ce sera la Saint-Serge. Et à 23h10, vous retrouverez Philippe Aouar qui vous présentera le dernier journal de la rédaction d'Antenne 2. À demain 20 h. Bonsoir. Merci.